a travaillé un petit peu, on a fait un peu un historique du secteur et puis un peu de prospective et puis on a bien décortiqué les principaux enjeux. Je vais vous présenter rapidement, vous me dites si je fais une erreur. On va commencer même chose dans l'ordre. Gwen Chapelain, douarneniste, qui s'est présenté comme ça tout à l'heure, qui est le nouvel organisateur de la Mini Transat pour ce qui est de la course au large, mais qui organise aussi le Grand Prix Guyader ainsi que la Gold Cup en Dracon. Voilà. Nous avons Guillaume Henry, qui est le directeur général de la SEM Vendée, qui organise le Vendée Globe, les Jeux Olympiques de la course au large. Nous avons Gilles Dagotier, qui est le délégué général de l'association Transat Jacques Vabre, qui organise la Transat Jacques Vabre, qui nous expliquera un petit peu comment il fonctionne. Nous avons un sponsor titre, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup. On a Yvon Breton, qui est l'un des sponsors historiques de la voile avec la Transat AG2R, la mondiale. Et puis nous avons Christophe Baudry, bien connu de nos services, qui a organisé cet été l'étape française de la Volvo Ocean Race à Lorient. Alors, je vais fonctionner un petit peu comme on a fait avec les intervenants précédents. Est-ce que peut-être chacun votre tour, sans rentrer dans les détails, je ne vais pas vous demander de vous harceler de chiffres, est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter chacun votre tour sur vos événements, votre principal événement, quel est votre modèle économique? Alors sans rentrer dans les détails, vous êtes des entreprises, enfin pour nombre d'entre vous, mais un petit peu qu'est-ce qui est la part du financement public, qu'est-ce qui est la part du sponsoring privé, qu'est-ce qui est la part de la fréquentation, comment vous fonctionnez économiquement? Là j'aimerais bien que sur cette discussion-là, on rentre un peu dans le dur des entreprises qui organisent les courses au large. Alors Gwen, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça fonctionne par chez toi? Alors moi je suis de Douarnenez, je m'occupe l'année prochaine de 3 événements, le Grand Prix Guyader qui aura lieu au mois de mai, la Gold Cup de Dragon qui est une épreuve qui vient pour la 6e fois en France depuis 1937, donc c'est une épreuve assez prestigieuse, et puis la Mini qui est un gros dossier l'année prochaine. Alors moi je suis délégué général de ces 3 événements, mais c'est des événements associatifs, donc c'est une particularité Pensardine. Moi je suis vraiment au service des associations et on a réussi à créer vraiment tout un collectif. Sur le Grand Prix notamment, il y a 300 personnes mobilisées pour mettre ça en œuvre. Donc on arrive à organiser des événements assez prestigieux à des coûts assez faibles, grâce notamment au grand dévouement des bénévoles journalistes, des bénévoles. Et donc voilà, on apporte une espèce de chaleur humaine un petit peu différente grâce à ça. Et globalement, on essaye d'avoir idéalement un tiers d'argent public, un tiers d'inscription et un tiers sur le partenaire titre. Donc c'est globalement sur le Grand Prix. Voilà, sur le Grand Prix, c'est comme ça. Sur la Gold Cup, on a un gros partenaire avec des Russes cette année, donc on est assez content. Et sur la Mini, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de partenaire titre. Donc notre objectif sur la Mini, c'est vraiment assurer d'abord le sport et le voyage pour les 84 coureurs, parce que c'est comme faire la Mini, c'est Pasta Mini d'abord. Enfin, et on cherche toujours un partenaire titre pour améliorer la promotion et l'événement. Voilà. C'est quoi le budget d'organisation d'une Mini Transat aujourd'hui? Idéalement, ça serait entre 800 et 1 million d'euros. Alors Guillaume, moi je connais déjà j'ai déjà les réponses aux questions que je vais poser parce que j'ai travaillé sur le sujet. Le Vendée Globe, l'un des plus gros événements de la course au large française, si ce n'est le plus gros. Rapidement, est-ce que tu peux nous faire une petite photo de ce que c'est qu'un budget Vendée Globe avec cette spécificité? C'est l'un des rares, si ce n'est le seul événement qui appartient à une collectivité locale. Alors oui, effectivement, tu le connais bien parce que tu l'as décortiqué et tu en as fait un très bon dossier d'ailleurs. Le principe général du Vendée Globe, vous le connaissez, c'est que, et c'est ce qui fait sa force d'ailleurs, c'est que c'est un événement totalement gratuit, donc pas de billetterie. On se repose essentiellement sur l'apport de nos partenaires, au premier rang desquels évidemment se situe une collectivité territoriale qui est un département et non pas une région, qui est le Conseil général de la Vendée. Au deuxième rang desquels on trouve un sponsor privé fidèle mais qui n'est pas titre, qui est Sodebo. Et puis ensuite on a tout un ensemble de partenaires qui soit complètent le financement, soit nous apportent des échanges marchandises et nous apportent des fournitures qui nous permettent de combler la course. Dernier élément, une licence de marque sur laquelle nous pensons qu'il y a une marge de progression assez importante.
Tu peux nous donner quelques chiffres globalement sur la répartition entre... Oui, alors le budget global de l'événement, c'est 9 millions d'euros, avec évidemment une prédominance des collectivités territoriales, donc le Conseil général de la Vendée, mais évidemment également la ville des Sables-d'Olonne, à hauteur de un peu plus de 50%. Nos partenaires privés, parmi lesquels je salue d'ailleurs AG2R La Mondiale, nouveau partenaire santé du Vendée Globe, pour à peu près 40%. Et puis le reste, le petit reste, trop petit à mon goût, relève de tout ce qui est licence de marque et diverses recettes. Très bien. Gilles Dagotier, alors vous êtes donc c'est encore une autre forme d'organisation. Donc, ce sont, si j'ai bien compris, pour la Transat Jacques Vabre et la ville du Havre qui se sont associés au sein d'une association pour organiser la Transat. C'est pas très différent par rapport à la SEM Vendée. Le statut est une association, mais effectivement, c'est l'association des deux partenaires fondateurs de la Transat Jacques Vabre. Partenaire fondateur depuis 1993, donc il y a une grande permanence, une grande fidélité dans l'accompagnement de cet événement. Et effectivement, l'association mutualise les ressources de la Transat. Voilà, pour ensuite, donc on est sur un schéma assez proche. Pour notre part, on a dans le modèle économique un modèle économique essentiel qui sont les trois partenaires. Les trois partenaires, c'est la ville du Havre et la marque Kraft, enfin Jacques Vabre pour le groupe Kraft, qui sont tous les deux associés à peu près à la même hauteur et rentrent dans ce modèle économique d'une manière non négligeable la ville destination ou le pays destination. Ensuite, et pour une partie beaucoup plus réduite, effectivement, on a tout ce qui va être relations publiques, village, partenaires qui vont venir s'associer sur le village ou sur des opérations ponctuelles et inscription. Quel est le budget d'organisation de la Transat Jacques Vabre ? 3 millions d'euros. Très bien. Alors Yvon Breton, je ne vais pas vous demander vos grands équilibres, on va vous demander un petit peu votre expérience juste après. On va finir le tour de table des organisateurs et de leurs comptes. Christophe, tu viens de dévoiler les tiens, donc dis-nous un petit peu quel était ton schéma à toi à Lorient avec la Volvo. Alors le schéma déjà c'est que c'est porté par une association qui s'appelle Lorient Grand Large, donc qui contrairement à effectivement au Havre, en plus des objectifs et des missions qui sont liés à un pôle d'entraînement et qui en plus fait guichet d'accueil pour les organisateurs qui veulent venir avec des événements sur Lorient. Concernant la Volvo Ocean Race, en fait, nous avons acquis la licence pour accueillir, puisqu'on acquiert une licence quand on accueille la Volvo Ocean Race. Et à côté de ça, on a cherché les partenaires et on a monté tout le projet de A à Z avec l'appui, et je vais faire comme Gwen Chapalin, je vais renvoyer un grand coup de chapeau aux bénévoles, puisqu'on a eu 850 bénévoles qui ont été impliqués sur la Volvo Ocean Race à Lorient, ce qui représente 35 000 heures de bénévolat. Et donc une économie très très importante en main-d'œuvre sur un événement tel que celui-ci. Alors le schéma, c'était de mobiliser des partenaires privés, de mobiliser des subventions publiques et des partenaires publics. Et puis le dernier des points, c'était de gérer de la commercialisation sur le village. Alors pour répondre à une question que tu vas me poser, le budget total avec les droits inclus était de 3 millions 100. Donc c'est voilà. Et vas-y. Alors je vais poser la même question aux autres à chaque fois. La course a généré un déficit qui a été annoncé récemment. Alors, on était sur une première édition, donc déjà entre les budgets les premiers budgets sur lesquels on a travaillé 3 ans avant, puisque en fait ça a été signé en 2009. On a réduit de près d'1 million d'euros toutes les dépenses qui étaient prévues. On a travaillé avec une toute petite équipe, une nouvelle fois avec nos bénévoles qui nous ont grandement aidés. Et on avait effectivement pas mal on n'avait pas beaucoup de visibilité sur la partie commerciale, ce qui allait se passer sur la possibilité d'attirer des partenaires privés. Donc on a effectivement au final un déficit, mais j'aime pas beaucoup ce terme-là, puisqu'en fait on n'a pas consolidé complètement les comptes aujourd'hui. Et surtout, en fait, on a surtout eu une visibilité très importante pour le territoire lorientais, puisque tout à l'heure j'entendais, les villes portuaires sont de plus en plus intéressées sur la reconversion. Donc nous, la reconversion, elle était achevée, c'est-à-dire qu'à Lorient,
La volonté, c'était effectivement ça a été développé toute la base de Kéroman. Et à partir de là, de le faire savoir, et de le faire savoir non seulement à une échelle française, mais à une échelle internationale. Et notamment aussi de donner un coup de projecteur à toutes les entreprises de la Selling Valley, dont Lorient est la capitale. Donc c'était l'important. Gilda Gauthier, même chose, votre course, elle est à l'équilibre? Je vous pose la question à tout le monde. Hein. Notre course, elle est à l'équilibre. Oui, on respecte le budget. Oui, c'est mieux. D'accord. Guillaume, Henri, il y a un léger déficit un petit peu à chaque fois, pas grand-chose, mais... Sur 2012, tu m'excuses, mais je ne vais pas me prononcer maintenant, parce que j'ai toujours le bon espoir, non seulement d'atteindre l'équilibre, mais voire même de générer un excédent. Donc, mais enfin bon, on sait bien que c'est un exercice extrêmement compliqué. Voilà. Mais l'objectif, il est quand même d'équilibrer les comptes. Hein. D'accord. Alors Gwen, la mini n'a pas encore eu lieu, donc tu peux pas répondre à la question. Globalement, et puis je poserai la question à Yvon Breton de son point de vue de partenaire privé après, est-ce qu'on peut gagner de l'argent dans ce secteur-là? Déjà, enfin... Pas être à l'équilibre, hein, mais gagner de l'argent. Non, mais c'est une question surprenante déjà, gagner de l'argent, parce qu'en fait, on en dépense en réalité. L'association Transjava, c'est la représentation des partenaires. Les partenaires, a priori, dépensent de l'argent au préalable. Comme ce que fait AG2R. Donc, gagner de l'argent, c'est ensuite sur la valorisation. Ce qu'on va tout chercher à avoir, c'est un retour sur investissement. Sur investissement en termes de médias, en termes de fréquentation. Tout dépend du type de partenaire, si c'est une ville, si c'est une marque, si c'est. Mais globalement, nous, pour autant que nous sommes pas des organisateurs privés. Hein. Nous sommes tous dans des structures d'organisation qui représentent, que ce soit la Selling Vendée, je pense que c'est le même cas pour Gwen également, qui représentent les partenaires, qu'elles soient collectivités ou privées. Donc effectivement, on n'a pas vocation à gagner de l'argent. On a vocation par contre à être à l'équilibre. Oui, mais plus que ça. On a vocation à générer le maximum de retour sur investissement. Voilà notre rôle. L'un des autres Guillaume, prends le... Oui, ça c'est vraiment essentiel parce que moi je pense que le marqueur, et notamment il y a des études qui l'ont montré, tu les connais d'ailleurs, c'est qu'en Vendée, 1 euro investi par la collectivité dans l'événement en rapporte 3. Tout est dit. À partir de là, on atteint bien nos objectifs qui sont des objectifs de retombée économique, c'est-à-dire que ça profite au territoire et pas seulement dans le tourisme, hein, je pense également dans d'autres volets de l'économie. Et puis évidemment les retombées médias, leur valorisation. Le fait que la notoriété de votre territoire, que son image s'en trouve renforcée à travers cet événement. Donc la notion de gagner de l'argent, il faut la voir de ce côté-là. Bien sûr, moi si j'ai un excédent demain, je sais très bien ce que j'en ferai. C'est faire encore progresser cet événement. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Mais avant tout, il ne faut pas perdre de vue ce pourquoi cet événement existe, ou nos événements existent. C'est pour profiter au territoire et à ses acteurs. Ouais, je rebondis sur Lorient, 22,6 millions d'euros de retombées économiques sur l'étape de la Volvo Ocean Race, qui est mesurée par le cabinet PricewaterhouseCoopers. Des retombées en termes d'image aussi. Donc Lorient est une ville qui avait énormément souffert pendant la guerre, qui s'est reconstruite. Et donc des retombées d'image, des retombées pour toutes les entreprises locales et extra-locales. Donc oui, pour le tourisme, donc une note des touristes étrangers qui sont passés sur le village qui est très bonne. Donc effectivement, la volonté, c'était de donner un coup de projecteur sur le territoire, et elle a été réalisée. Gwen, tu veux... Oui, on est tous dans la même logique, c'est-à-dire qu'on est passionné par le territoire, c'est la mise en valeur du territoire d'abord. Donc sur le Grand Prix Guyader qui a maintenant 14 ans, une année on n'a pas eu de sponsor titre, ça a été une année vraiment difficile. Alors on est assez content parce que tous les acteurs ont joué le jeu pour pérenniser cette épreuve. Donc on a eu la chance d'avoir Christian Guyader qui a raccroché derrière. Et voilà, c'est lancé pour une nouvelle aventure. Alors Yvon Breton, vous qui n'êtes pas une collectivité locale mais une entreprise, pas encore tout au moins, avec un compte de résultats, un bilan, vos objectifs sont un petit peu différents. Qu'est-ce qui fait que AG2R La Mondiale préfère, enfin en tout cas a plus investi dans un événement, pour devenir sponsor titre de l'événement, plutôt que classiquement, comme beaucoup d'autres, dans un bateau? Qu'est-ce qui fait que vous, c'est le sponsoring de l'événement entier qui vous a intéressé? Déjà, peut-être vous dire que pourquoi on a choisi la voile déjà. Avant de choisir pourquoi sur les partenaires, titre d'un événement ou plutôt sponsor d'un skipper.
En fait, notre grille d'étier a été relativement simple lorsqu'on a voulu, il y a une vingtaine d'années maintenant, communiquer grand public, parce que nous étions bien connus du monde de l'entreprise. On a pensé que le sport était probablement un axe de communication intéressant, parce que je pense que le sport est un terrain de jeu qui rapproche beaucoup plus qu'il ne divise par rapport à d'autres activités comme la finance, comme la politique, comme l'économie. On pourrait en citer beaucoup d'autres. Donc il vaut mieux être fédérateur autour d'un événement qui rapproche un peu les gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je pense qu'on a un certain nombre de valeurs qui nous animent en tant qu'assureur de personnes et en tant qu'acteur de l'économie sociale à ce niveau-là. Et nous pensions que la voile était tout à fait adaptée pour véhiculer les valeurs qui nous animent dans nos métiers. Et ensuite, après, nous avions un critère déterminant, c'est que nous voulions être investis dans un sport gratuit. Et il n'y en a pas une foultitude, finalement, comme l'ont cité plusieurs des intervenants dans cette matinée. Ce qui fait un des succès, la dimension populaire de la voile, c'est quand même son accessibilité au plus grand nombre par sa gratuité. Ça nous intéressait beaucoup. Et puis une deuxième dimension qui était importante à nos yeux, c'était une dimension beaucoup plus économique avec la notion de retour sur investissement. C'est que la voile est aussi un des rares sports où la citation du partenaire, du sponsor est garantie. Il y a relativement peu de sports qui vous offrent ça. Vous pouvez aller dans le football, vous pouvez aller dans la F1, dans le basket. Il est très rare que le partenaire est cité. Si, il y en a un deuxième, mais c'est pas le fait du hasard. Dans nos choix, c'est également le cyclisme. Alors du coup, qu'est-ce qui fait, ma question initiale, c'était qu'est-ce qui fait que vous êtes investi dans une épreuve plutôt que d'un... Nous sommes assureurs de personnes et c'est à titre là, donc pour garantir le meilleur retour sur investissement, notamment en termes d'exposition médiatique, nous avons plutôt fait le choix effectivement d'être partenaire d'un événement plutôt que celui d'un bateau, parce que le risque avec le bateau, c'est que si vous ne performez pas sur le plan sportif, vous avez une visibilité qui n'est pas garantie. Alors qu'en tant que partenaire titre, c'est quand même beaucoup plus assuré. Et puis, en fait, nous avons été séduits par le projet qui nous a été proposé il y a maintenant en 91, donc, puisque la première édition de la Transat AG2R à l'époque, AG2R mondiale aujourd'hui, qui partait d'ailleurs de Lorient, pour arriver à Saint-Barth. Nous sommes restés fidèles à Saint-Barth, mais à un moment donné, nous sommes allés à Concarneau, mais nous sommes quand même restés en Bretagne, parce que c'est quand même une terre de prédilection en ce qui concerne la voile. Nous avons été séduits par le fait que c'était un concept très innovant, concept de course à armes égales, puisque sur les Figaro, c'était la première fois qu'une transat était intéressée. Et puis, ce qui nous intéressait aussi, et là on revient à la dimension de l'assureur de personnes, c'est qu'elle se courait en double. Donc en double, il y a un élément sécuritaire qui était à nos yeux important, et par deux fois d'ailleurs ça a joué, d'ailleurs heureusement qu'ils étaient deux. Et puis le fait qu'on peut véhiculer des valeurs aussi complémentaires à celles que l'on trouve dans la voile en étant à deux, parce que il y a l'esprit d'équipe aussi, et la solidarité qui sont des valeurs qui nous animent dans nos métiers, qui quelque part étaient une poursuite assez naturelle de ce que nous voulions faire passer auprès du grand public. Et si nous y sommes 20 ans plus tard, c'est que probablement on y a trouvé notre compte. Alors ce compte-là, comment vous le mesurez, vous? Alors, il y a plusieurs façons de le mesurer. Il y a les données qualitatives, des données quantitatives. Ce que nous faisons, parce que c'est la culture du retour sur investissement, l'euro investi, à l'époque on disait le franc investi, mais c'est toujours vrai avec l'euro. On mesure effectivement une mesure assez facile, qui est assez démonstrative effectivement de l'intérêt et qui nous a convaincus de rester fidèles à ce sport. Au-delà que ce sport véhicule des belles valeurs et que les marins sont des gens d'une grande accessibilité et qui ont toujours des histoires formidables à vous raconter, c'est qu'en fait, vous avez, en général, ça dépend des épreuves. Cette année, c'était un exercice un peu difficile parce que la Transat se déroulait dans une fenêtre de tir un peu compliquée avec les élections présidentielles. Mais en général, on a un rapport par rapport à l'euro investi en termes de retombées médiatiques, l'équivalent d'achat d'espace publicitaire, un rapport compris entre 7 à 10 à peu près. Il y a peu de sports qui rendent une telle exposition, un tel Pour 1 retour euro investi, vous avez un retour sur investissement qui est de x7 ou x10, quoi. Entre x7 et x10, selon effectivement la fenêtre de tir que vous avez. Cette année, c'était aux alentours de 8. Mais on est déjà monté à 10, voire 11 même, une épreuve, une édition. Ça, c'est la première chose. La deuxième, vous avez donné qualitative. Quelles sont les valeurs qui sont accrochées à votre marque dans l'engagement dans le sport? Et on dit d'AG2R mondial que c'est une entreprise solidaire,
performante et proche des gens. Je pense que le sport nous a beaucoup aidé, y compris le cyclisme d'ailleurs, à nous accrocher ces valeurs qui étaient les nôtres, mais qu'on a su faire transparaître finalement au travers de ce sport. Et puis il y a une donnée aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est une donnée beaucoup plus interne, c'est qu'un engagement de la marque, de l'entreprise dans le sport est très fédérateur sur le plan interne. Ça donne des collaborateurs très motivés, fierté d'appartenance. Et quand on a marié à Journée mondiale en 2008, on s'est posé la question de savoir s'il fallait continuer à communiquer au travers du sport. Et on a considéré que c'était un effet de levier intéressant. Et en tous les cas, ça a accéléré le processus de fédération et de sentiment d'appartenance à un nouveau groupe. D'accord, très bien. Alors, l'une des caractéristiques du secteur aujourd'hui, c'est que, vous l'avez bien expliqué, une bonne partie du financement vient du public. Et l'une des grandes questions, c'est est-ce que ça va durer encore longtemps? Les fonds publics sont quand même amenés à se restreindre. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là? Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez que chacun à vos échelles respectives, vous pouvez faire de ce point de vue-là? Comment est-ce qu'il va falloir, comme les intervenants précédents l'ont bien raconté, comment vous allez innover ce point de vue-là pour pallier ce qui s'annonce probablement un peu partout, qui est une baisse des financements publics? Gwen. Moi je vais parler pour Douarnenez, c'est une cité maritime, une cité forte avec une belle histoire. Il y avait 5000 marins pêcheurs il y a 100 ans, il en reste une cinquantaine aujourd'hui. C'est devenu un port de débarquement, donc la pêche est encore active. Mais aujourd'hui on consomme la mer avec une multitude d'activités. Et ce qu'on a mis en place il y a maintenant une quinzaine d'années, c'est vraiment un mouvement de fond. Pour moi, c'est un stade nautique qui est prestigieux. C'est un des seuls endroits où il n'y a pas de courant de toute la façade atlantique. Donc pour faire de la régate, c'est fabuleux. Pour faire des départs de course au large, on est à la pointe de la Bretagne. Donc pour traverser le golfe de Gascogne, c'est quand même pas mal. Et forcément que la ville est séduite par cet objectif ambitieux et sur du long terme avec le département et avec la région Bretagne. Donc on ne peut pas faire sans eux, c'est pas possible, hein, parce que les objectifs sont communs en fait. Hein. Et tu penses que tu vas réussir à garder tes subventions longtemps, ou est-ce que le risque est qu'elles diminuent Après, on a tous l'ambition d'améliorer notre événement et de faire mieux et de faire plus. Ça, c'est notre souhait commun. Ensuite, il y a une réalité économique et on s'adapte et on fera. Voilà, donc on fera avec. Hein. Guillaume. Si tu veux, par le rachat par la collectivité à l'hiver 2003-2004 de la course, je pense que l'engagement était très clair. Le Vendée Globe, c'est un bien public affirmé et réaffirmé comme tel. Donc là-dessus, il est évident que, en ce qui concerne le département de la Vendée, sera le premier soutien de cette course. Maintenant, tu as raison, il y a un phénomène aujourd'hui qui n'est plus conjoncturel, qui est vraiment structurel. L'effet de ciseau dans les collectivités territoriales, avec plus de dépenses et moins de recettes. Et évidemment, là-dessus, nous, il faut qu'on déploie des trésors d'imagination, de créativité pour trouver des nouvelles sources de financement. Je ne dis pas des nouvelles sources pour remplacer, mais pour accompagner la croissance. Donc, je pense que là-dessus, évidemment, nous, on n'a pas de billetterie. Il y a aussi une philosophie qui est celle de ne pas avoir de droit, hein, pas d'exclusivité. Donc, effectivement, là, ce sont des éléments de recettes qui ne peuvent pas tomber dans les caisses du Vendée Globe. Donc, il faut être imaginatif. Donc, ça veut dire continuer à donner beaucoup de valeur à cet événement par ses retombées médiatiques. C'est ce à quoi on s'attelle avec mon équipe sur cette édition 2012, c'est de faire en sorte que, encore une fois, l'explosion médiatique soit au niveau. Et d'ailleurs, j'écoutais avec intérêt ce que disait le directeur marketing d'ASO, qui est totalement vrai. C'est qu'aujourd'hui, c'est quand même l'exposition au public qui va renchérir et enrichir la valeur d'une épreuve. Et ça, c'est vraiment un objectif qu'on a toujours, nous, en tête en Vendée. En tout cas sur le Vendée Globe. Donc c'est donner de la valeur par des retombées médias, c'est apporter du service associé, ça veut dire aussi donner des services aux entreprises qui souhaitent pouvoir communiquer au moment du Vendée Globe. L'autre difficulté qu'on a, c'est que c'est tous les 4 ans. Donc il faut aussi assurer la pérennité financière pendant 4 ans. Et puis je parlais tout à l'heure de la licence de marque. On a avec cette course, avec cet événement, une marque absolument magnifique qui véhicule des valeurs extraordinaires. Et je pense que là-dessus, on a une belle marge de progression en termes de recettes. Ça représente combien pour le Vendée Globe, par exemple, aujourd'hui Donne-nous une fourchette, ce n'est pas le chiffre précis, mais ça représente...
Tu parles de les licences de marque. Licence de marque, on est à moins de 500 000 euros. Donc aujourd'hui, c'est, en tout cas au niveau de l'événement, c'est pas assez. Je pense qu'on peut vraiment aller plus loin, mais ça veut dire avoir une ligne stratégique qui soit très claire au niveau de la marque. Et ça reste encore à établir. Gilles Dagotier, sur cette évolution structurelle que vient d'évoquer Guillaume-Henri. Oui, c'est quelque chose qu'on remarque aussi, et ça ne se limite pas aux collectivités. Aujourd'hui, on doit multiplier les sources de profit sur un événement. Et avant de dire que c'est la crise partout dans les collectivités, dans le secteur privé, et que les partenariats génèrent moins de recettes, on se rend compte qu'on est globalement à budget constant, et voire un budget qui accompagne le développement. On est plutôt bien positionné, c'est plutôt positif quand on regarde l'historique des événements. Après, il est très clair qu'on a quitté une période romantique, ça a été dit, je crois, à plusieurs reprises tout à l'heure, dans lequel les événements généraient du rêve, mais n'étaient pas regardés d'une manière très très pointue et aussi près que ça en termes de financement, de retour sur investissement, etc. Je suis d'accord pour dire, et tous les partenaires qui nous accompagnent sont d'accord pour dire que le retour sur investissement est excellent. Effectivement, sur la Transat Jacques Vabre, on a, sur la dernière édition, généré une valorisation média de l'ordre de 28 millions d'euros, pas de l'ordre, estimé à 28 millions d'euros. Pour un coût à 3 millions, on est sur un rapport à 9, on est sur les mêmes rapports, et ça reste des excellents chiffres. Ceci étant dit, effectivement, nous travaillons sur la multiplication des centres de profit, en structurant des équipes sur le marketing local, pour avoir un accompagnement de très grande qualité sur les marques qui veulent nous suivre, même pour la moindre opération de relations publiques. Donc on travaille vraiment sur la multiplication des centres de profit, RP, visibilité locale, village. Voilà, on multiplie les centres de profit pour accompagner le développement de l'événement. Notre stratégie, elle se joue à ce niveau-là, et on est désormais et de plus en plus très très soucieux de l'accompagnement des partenaires pour que, aussi bien sur leur volonté d'affichage, ce qu'ils souhaitent, pourquoi ils investissent avec nous, on a un vrai travail en amont, et un vrai débriefing ensuite pour que on génère de la fidélité, du contentement, et notre modèle il est là-dessus, multiplier les centres de profit et avoir une grande proximité avec les partenaires. Christophe, quel est ton... Je sais pas, il n'y a pas de loi de défiscalisation comme en Espagne de prévu en France, donc il va falloir qu'on trouve des solutions. Tout dépend de l'événement en fait. Dans le cadre de l'étape de l'Orient de la Volvo Ocean Race, la particularité c'est qu'on est dans un cadre marketing qui est très cadré par nos amis anglo-saxons, et que donc on a effectivement on a peu de liberté sur ce qu'on peut faire en exposition aux partenaires. Disons que ça rentre dans un cadre bien défini, on a 40% de la visibilité, etc. Donc je pense que une partie de la solution se situe, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait à Lorient, sur les relations publiques, sur toute la commercialisation sur le village. C'est-à-dire qu'à Lorient, on a réussi à faire un peu plus de 800 000 euros de recettes liées à la commercialisation du village, aux opérations de relations publiques, aux vedettes à passagers, etc. etc. Et c'est non négligeable, hein. Je parle de la marge dans le financement global de l'opération. Donc je crois qu'il faut continuer à développer cette partie-là, en faisant mieux, en adaptant, en créant des clubs d'entreprise. On avait créé à Lorient le Carré Supporter, qui était le club d'entreprise qui effectivement n'ont pas la stature ou l'envergure pour pouvoir rentrer sur le financement global de l'étape, mais qui par contre vont aller entre guillemets monter des opérations de relations publiques sur le village. Donc on va avoir un accès, ils vont pouvoir monter des opérations de relations publiques sur les événements. Alors sur la Volvo, on avait une caractéristique, c'est qu'on avait le départ et on avait des régates en amont sur les 2-3 jours avant. Donc ça a permis de multiplier les occasions de faire des opérations qui ont contribué notablement au financement global. Yvon Breton, comment vous cohabitez, vous, avec les autres partenaires d'une course comme la Transat AG2R, et notamment les collectivités locales? Est-ce que c'est un compagnonnage simple? Est-ce que vous avez votre mot à dire? Comment vous cohabitez, vous, entreprise privée, avec des structures publiques? Ça se passe plutôt bien. On a une certaine exigence, effectivement, parce que comme on veut donner à cet engagement une dimension populaire, c'est sûr qu'avec la ville de départ et la ville d'arrivée, c'était vrai à Lorient, c'est vrai à Concarneau, mais c'est également vrai à Saint-Barth. Il y a effectivement cette dimension populaire, on la retrouve, et donc nous on pose un certain nombre de conditions pour que puissent être réunis un certain nombre de publics, notamment nos invités. Nous avions par exemple au départ
la dernière édition au mois d'avril, 1000 personnes qui étaient sur l'eau, que nous avions invitées au travers de bateaux. Donc parce que ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, bien entendu, une autre façon de mesurer aussi l'intérêt d'être engagé et de communiquer au travers du sport, c'est que ça a considérablement servi la marque en termes de notoriété, au-delà des valeurs qui sont accrochées, puisqu'aujourd'hui, 7 à 8 Français, selon le moment où on fait l'étude, connaissent la marque, elle gère la mondiale. Avant que nous engagions dans le sport, elle était 2%. Vous voyez, c'était quasiment un encéphalogramme plat. Donc il y a eu un parcours intéressant qui a été fait au niveau de la courbe d'évolution de la notoriété. Et merci au sport, parce que il est certain que le sport nous a beaucoup aidé, mais nous avons aussi beaucoup aidé en étant engagés en 2 sports où la citation de la marque est garantie. Hein. C'est bien aussi une des clés de la réussite. Le deuxième événement, c'est que nous en profitons aussi, même si on n'a pas des natures de produits à vendre sur le terrain, nous organisons des opérations de relations publiques à des finalités commerciales qui sont suivies des faits. C'est aussi une des façons aussi de se convaincre du bien fondé, de rester fidèle à cet engagement, parce que de façon sonnante et trébuchante, on transforme effectivement ces opérations de relations publiques à des fins commerciales et on fait des contrats aussi bien des particuliers que les entreprises. C'est aussi une des façons de s'assurer du bien fondé, de la pérennité de notre engagement dans le... Mais pour en revenir à votre question plus directe, il n'y a pas vraiment de difficultés majeures. On fait part à la fois à l'organisateur, qui peut être aussi l'intermédiaire, mais nous directement avec les collectivités de nos exigences en matière de partenariat et que les conditions soient réunies pour donner toute la dimension populaire que l'on souhaite pour ce type d'événement, que ça soit aussi bien au départ qu'à l'arrivée de la Transat. Alors, ce qui est assez frappant aujourd'hui sur les événements de course au large, c'est le poids que prennent les villages, enfin le poids que prend le village dans l'animation de la course, la sophistication du village. Le village du Vendée Globe cette année, avec une signalétique assez sophistiquée, une ampleur toujours renouvelée, le prouvait assez bien. Quel poids ça représente aujourd'hui dans vos schémas d'organisation et dans vos équations économiques, le village? Est-ce que c'est pas, au final, avec le spectacle nautique et maritime que vous vendez aux sponsors et aux partenaires, est-ce que c'est pas aussi ça une partie du cœur de votre métier aujourd'hui, qui est de vendre une exposition aux milliers de spectateurs qui vont venir? C'est une part effectivement importante. Hein, mais croissante, j'imagine, non? Oui, croissante, parce que c'est vraiment... nous, on ne fait pas la course. Hein, je veux dire, moi, je suis en charge d'organiser tout l'enrobage de cette course. C'est de faire en sorte que, à partir du moment où on pose comme axiome que c'est un grand événement public ouvert à tous, il faut que le village y soit à cette image-là. Donc je pense que le village du Vendée Globe, en accueillant plus d'1 million de personnes sur 3 semaines, a vraiment répondu à cette problématique. L'autre problématique, on l'évoquait à l'instant, c'est qu'on a aussi des attentes de la part des entreprises, des sponsors, en matière d'activation de leur partenariat, qui prend une part primordiale au moment de ce village. Je crois que c'est un grand navigateur du Vendée Globe qui dit un bon sponsoring, c'est celui qui, au départ de la course, a déjà rentabilisé son investissement. Et là-dessus, le village a un rôle absolument essentiel. Donc effectivement, tu parlais d'un environnement graphique cohérent. Ça a été aussi un des éléments importants de ce village, parce qu'il fallait qu'il soit à la hauteur de ce qu'est cet événement, de ce que les marins en font, c'est-à-dire la plus grande course au large en solitaire. Et forcément, les besoins étaient croissants pour expliquer, pour accueillir ces milliers de personnes, parfois plus de 80 000 par jour. Donc forcément, le village a une part prépondérante dans notre activité, d'une manière générale, et également dans notre budget, ça va de soi. Ça rapporte combien le village du Vendée Globe au Vendée Globe? Alors, ça rapporte combien? Ça rapporte plus d'1 million de personnes. Ça coûte un peu de sous à monter, et l'idée c'est qu'on partage le risque évidemment avec le villagiste. Donc ça, je vais te faire la même réponse que tout à l'heure. C'est pas fini, il reste encore quelques temps, donc on verra ça à la fin. On n'aura pas le chiffre. Gilles Dagotier. Je crois que Guillaume Henry il a expliqué ce que c'était. C'est de l'exposition publique, ça doit représenter l'image de la course. Effectivement, si ça joue un rôle dans l'économie de l'événement, c'est pas forcément un rôle positif. Voilà. Dans un point de vue strictement budgétaire. On progresse. Voilà. Mais dans un point de vue strictement budgétaire, c'est une dépense qui est absolument nécessaire.
Le village de la Transat Jacques Vabre, c'est sur la dernière édition 300 000 personnes sur un peu moins de 10 jours, sur 9 jours. Nous, c'est des pics à 60 000 personnes au moment du départ, au moment de la soirée des skippers et de ces jours-là. On doit progresser encore effectivement en cohérence graphique, en image, mais c'est l'image de marque de notre événement. Les entreprises qui vont passer dessus, le public qui passe dessus, c'est un lieu d'exposition et c'est un témoin de l'importance de l'événement. C'est un témoin pour la collectivité, mais c'est aussi un témoin pour les marques qui s'associent à nous. Donc c'est vraiment quelque chose d'important dans l'événement. C'est pas la course, mais c'est un grand témoin du succès de la course et de son succès populaire. Christophe, ton village de la Volvo. Oui, alors nous, on devait une nouvelle fois s'insérer dans une charte graphique, dans quelque chose qui a été créé par Volvo, et on devait être à la hauteur des éléments qu'ils amenaient, parce qu'ils amenaient quelques beaux morceaux de tentes et de matériel. Ça devait être aussi, parce que c'était un moyen d'exposer la marque Bretagne, parce qu'on est adhérent de la marque Bretagne, et la région nous avait suivi également dans la volonté d'exposer la marque Bretagne, donc ça devait être quelque chose de qualitatif. Et ça doit être aussi, surtout un lieu qui soit un lieu d'animation pour le public. Et nous, le choix qu'on avait fait, c'était de mettre beaucoup de moyens dans les animations, de telle façon à ce que d'emmener 7500 personnes naviguer sur ce qu'on a appelé les minivores, qui étaient des bateaux qui étaient aux couleurs des bateaux de la course, de faire toute une série d'opérations comme les Visages de l'Orient qui impliquaient le public. Donc de faire quelque chose qui soit généreux pour le public, où en fait en se promenant sur le village, on découvrait effectivement des animations, les animations de la Volvo Ocean Race qui venaient avec. Donc voilà, donc ça doit être effectivement un lieu. Et puis pour le résultat, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'était effectivement, on fait 800 000 € de marge sur cette opération. Vous faites de la marge sur le village. Nous, pas comme nous, le but a toujours été de gagner de l'argent sur le village pour contribuer au financement global de l'opération. C'est-à-dire que le but, c'était de faire quelque chose qui soit à la fois qualitatif et à la fois qui génère des revenus pour l'événement, pour la course. Gwen, t'as pas encore fait le village de la Mini, mais il y a un petit village au Grand Prix Guyadère. Oui, un petit village qui sert. Alors l'année prochaine. Il y a surtout une grande tente avec de la bière. Oui, on a l'accueil des marins pour nous et voilà, c'est la première chose qu'on place, c'est ça. L'année prochaine, il y a la Chambre de commerce de Cornouailles qui nous accompagne et qui vont utiliser un peu les mêmes recettes qu'ils ont fait à Concarneau. Donc on est content. Donc c'est une nouvelle démarche sur le Grand Prix Guyadère. Et sur la Mini, on a une forte action avec les enfants. Il y a le conservateur du musée de Douarnenez qui lance une opération sur l'évolution de la course au large à travers les Mini. Donc voilà, ça sera une nouveauté. Et en même temps, il y a la marque Bretagne qui va aussi venir sur la Mini. Donc voilà, on commence à ouvrir le dossier terre, mais voilà, c'est une nouvelle page qui démarre. Donc, Et dans ton équation économique d'organisateur de la Mini, ça pèse lourd le village ou Aujourd'hui, je ne peux pas te répondre. Notre priorité a d'abord été d'assurer la garantie sportive de l'épreuve, donc ça c'est acquis. Et pour l'instant, on a pas mal d'idées autour de la terre, et donc notamment avec le musée, avec la marque Bretagne, etc. Avec la Chambre de commerce qui est aussi partenaire de la Mini, il y a des idées sur entreprendre en Cornouailles, comment est-ce qu'on peut aussi aider les coureurs à trouver des petits budgets, etc. Donc voilà, parce que la Mini, c'est aussi une espèce de pépinière de course au large, donc ça sera une des actions qu'on va mener. Quel est le point de vue du sponsor titre d'une épreuve? Le village, c'est important. Vous suivez ça de près parce que c'est aussi là où votre marque va être exposée. C'est important qu'il y ait du public, j'imagine. La première, effectivement, exigence, si tant est qu'on puisse parler ainsi, c'est effectivement de faire venir le plus de personnes possible. Et l'attractivité du village est essentielle en la matière. Son emplacement, effectivement, son côté dynamique, son côté innovant aussi. D'ailleurs, c'est ce que j'attends, moi, des organisateurs, même si je suis resté fidèle à l'organisateur qui nous accompagne dans la Transat Jacques mondiale. Il faut toujours innover, notamment vis-à-vis des médias, de façon à permettre à ce qu'il y ait une plus grande accessibilité au public pour suivre l'événement. C'est ce qu'on cherche avant tout. Donc on a un travail effectivement étroit avec l'organisation à ce niveau-là, mais également avec la collectivité, les collectivités d'ailleurs, pour permettre encore une fois que le suivi de l'événement puisse être le plus large possible. Nous avons en plus créé des communautés autour de notre engagement dans le sport, dans la voile, mais également dans le cyclisme. Nous sommes présents sur Facebook, bien entendu, sur YouTube, sur Twitter, sur tout ça. Enfin, tous les événements
concourir au-delà de la presse écrite, télévisuelle, radiophonique traditionnelle, qui soit de nature à permettre au plus grand nombre de suivre l'événement. Voilà, l'exigence, elle est autour de ça. C'est toujours innover pour, à la fois parce que c'est dans la culture de notre maison. On n'a pas 8 millions de nos concitoyens qui nous font confiance pour les accompagner dans leur protection sociale et financière, parce qu'ils ont aussi, eux, une exigence. Donc c'est à nous aussi de leur apporter des réponses en matière de couverture de risques. Eh bien, nous attendons la même chose quand on est engagé dans un événement, y compris par le sport, toujours à la recherche de l'innovation. Alors dans les sources de revenus possibles dans les événements sportifs, il y en a deux que la voile n'a pas encore expérimenté ou n'arrive pas à décrocher, qui existent dans d'autres événements sportifs, qui sont la billetterie. La plupart des événements voile, sauf si je me trompe, sont gratuits d'accès pour ce qui est du village. Et puis le deuxième, c'est les droits télé, qui à de très très rares exceptions près. Je crois qu'il y a eu une Coupe de l'Amérique où il y a eu un petit peu de... Je crois que ça avait même pas payé un dixième des frais de production. Voilà, exactement. Est-ce que c'est des pistes auxquelles vous avez réfléchi ou c'est des prérequis absolus? Non. Je vais répondre parce que là on parle de la course au large, mais les fêtes maritimes de Brest ou de Douarnenez, c'est quand même des épreuves qui sont... je ne sais pas si un jour vous avez vécu l'armada entre Brest et Douarnenez, c'est simplement ça a tombé par terre. Et elles sont payantes. C'est payant. Donc c'est payant, l'entrée n'est pas donnée, mais c'est une approche culturelle avec pas mal de concerts, de musique, des expos de qualité, etc. Et le modèle économique tient sur la billetterie. Est-ce que c'est quelque chose que vous, organisateur de course au large, vous pourriez envisager, Gilles Lagautier? Non, alors la billetterie pour l'entrée au village, c'est absolument pas concevable. C'est pas concevable pour la ville du Havre. C'est pas concevable pour l'image populaire qu'on veut donner aux villes départ. Mais la billetterie existe quand même d'une certaine manière par les relations publiques en mer au moment du départ. Voilà, c'est là. En revanche, on a du progrès à faire pour contrôler le système. Voilà. Mais par ailleurs, voilà, c'est la seule trace de billetterie. Sur les droits télé, effectivement, on en est encore très loin. Nous, la démarche qu'on a fait, la réflexion qu'on a menée avec les gens qui nous accompagnent pour les médias, c'était de se dire qu'on n'achète même plus de billboard, on billboard plus l'événement et on n'a plus de partenaires qui billboardent l'événement. La réflexion qu'on a fait, c'est qu'à un moment, quand un événement est majeur, il doit générer sa médiatisation lui-même. Auquel cas, ça voudrait dire qu'on s'est vraiment planté. Mais quand un événement a désormais 20 ans, a fêté ses 20 ans, 1993-2013, quand un événement est majeur et qu'il commence à raconter une histoire comme ça au public et que la marque est connue et que le nom est connu, à un moment, il génère sa médiatisation seul. Mais effectivement, il est encore très loin de générer des droits télé. Guillaume ? Concernant la billetterie, on oublie totalement. 1 million de visiteurs, même à 5 €. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il serait 1 million. Voilà. Parce que non, mais c'est aussi un élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est que non seulement c'est gratuit. Je fais un peu de provocation, mais. Ouais, oui, c'est ton rôle. Puis on commence à te connaître. Et non seulement on apporte du rêve, mais en plus, il se trouve que c'est gratuit. Et ça, on le voit que dans les périodes difficiles, où c'est difficile pour tout le monde. Eh ben, c'est un élément quand même qui peut avoir son impact. Et donc là-dessus, évidemment, mais c'est même dans les gènes du Vendée Globe, c'est un élément gratuit, public, accessible à tous à tous les sens du terme. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de billetterie. Maintenant, sur les droits télé, j'aimerais bien, mais là aussi, on a dit pas d'exclusivité. Toujours la même notion d'accessibilité à tous les publics, donc pas d'exclus. Donc ça, on oublie. Et quand bien même on n'aurait pas cette ligne directrice, j'y crois pas pour le moment. Voilà. Donc c'est pas une piste qu'on explore. Christophe ? Nous, pour revenir à la Volvo Race, nous on était plutôt à leur dire surtout pas de droit télé, vous rentrez pas là-dedans, puisque le but du jeu c'est d'avoir l'exposition la plus importante possible. Donc non, et je crois qu'on est encore très loin en voile, alors peut-être effectivement sur l'America's Cup, mais on est encore très loin de pouvoir demander les droits, et on est plus à la recherche d'exposition et de circuits de diffusion que d'être en train de négocier des droits, contrairement à des sports plus riches. Mais puisque en fait, je crois qu'il y a un élément, c'est que tout le monde oublie qu'on est un sport pauvre. En fait, ça fait bizarre de parler d'événements à 9 millions d'euros, mais effectivement, le modèle économique que sans billetterie, sans droit, on est un sport pauvre. Donc il faut qu'on se débrouille avec nos petites mimines et relever les manches. Alors, monsieur le sponsor d'un sport pauvre. Oui, je vais vous donner le sentiment d'un
d'un sponsor, d'un partenaire. Nous sommes allés dans ce sport pour sa gratuité. S'il fallait faire payer l'accès, je pense que les organisateurs l'ont déjà dit avec beaucoup de netteté, ça nous amènerait probablement à réviser notre vision. Et puis c'est pareil sur les droits, parce que, encore une fois, cette notion d'accessibilité, elle serait restreinte, et ça, ce ne serait pas dans le sens recherché dans notre engagement. Souvenez-vous qu'il y a quelques années, ASO, Laurent aurait pu en parler tout à l'heure, avait fait une tentative de faire payer l'accès à un col dans les Pyrénées. Ils n'ont jamais recommencé. Ok. Juste un truc, on n'a pas parlé de... Parce que tout à l'heure, tu as posé la question de savoir est-ce qu'il y a moyen de gagner de l'argent dans ce métier. Et moi, je suis à chaque fois ébahi par les organisateurs anglais qui arrivent avec l'ARC, avec ce que fait la boîte de Robin Johnson, à gagner de l'argent avec la voile sur des modèles qui sont complètement différents. Et eux, ils ont fait des belles entreprises. Donc il y a peut-être des choses à creuser par là, et qui sont un peu sur le modèle de ce qui est fait effectivement sur des compétitions qui sont plutôt amateurs, mais effectivement ce que fait Turner sur la haute route en vélo, enfin des choses comme ça qui sont plus qu'intéressantes. Alors, toute dernière question, il est 12h02, mais on va prendre 5 minutes de plus. J'aimerais bien que vous vous livriez aussi, vous, au petit jeu de prospective qu'on a fait avec la table ronde précédente, qui consiste à essayer d'envisager, du point de vue du modèle économique, pour le coup, à envisager l'avenir. Comment vous voyez les choses évoluer, et qu'est-ce que vous pourriez avoir comme piste de recherche, et vous battez pas pour répondre au premier. Bon, on a déjà un peu évoqué, bah oui, à un moment, il faut y aller. Tu peux répéter ta question? Alors la question, c'est du point de vue du modèle économique, et donc des sources de financement. Qu'est-ce qui peut évoluer dans les années à venir, et quelles sont tes pistes de recherche? Toi, tu nous as dit, en gros, les produits dérivés, quoi. Oui, pas que ça. Ah. Tu parlais tout à l'heure du village. Pour nous, le village, c'est un moment essentiel. Je n'allais pas te dire combien on a gagné ou combien on a perdu, évidemment, parce que d'une part, c'est pas terminé, et puis de deux, c'est pas comme ça que les termes se posent. Mais le moment du village est un moment essentiel. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on offre la possibilité de nouveaux services. Ça, c'est quand même, je dirais, une nouveauté assez importante du village 2012 du Vendée Globe, c'est d'avoir mis en place un espace entreprise dédié aux opérations d'entreprise, aux opérations de relations publiques. Il y avait une très forte attente des sponsors des bateaux, et puis il y avait aussi une forte attente des entreprises vendéennes et régionales qui avaient envie de profiter de l'événement pour inviter des clients et faire partager leur fierté de cet événement. Donc je pense que le moment du village, c'est un moment essentiel pour nous en termes de revenus, qu'on peut évidemment largement optimiser. Après, il y a une stratégie de marque, mais là, je serais tenté de dire qu'on a un gros atout avec le Vendée Globe, c'est qu'on a une marque qui, après 7 éditions et 20 ans, dispose déjà d'une légende, d'une autorité, d'une image qui fait que, à mon avis, il y a matière à développer quelque chose. Moi, je dirais que ce sont les deux axes essentiels. Maintenant, on n'a pas fini de réfléchir. Gilles Dagotier pour la Transat Jacques Vabre. J'ai l'impression qu'au-delà de ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la multiplication des sources de recettes et l'accompagnement des partenaires, j'aurais envie de dire que notre réflexion, elle est pas forcément, ma réflexion en tout cas, elle n'est pas forcément différente de celle de la table ronde précédente. C'est-à-dire qu'on doit avoir sur nos courses un message médiatique de plus en plus clair, de plus en plus simple. On se rend compte qu'il n'est pas forcément toujours très simple, surtout quand on gère une course multiclasse. Donc travailler sur le message médiatique, travailler sur l'aspect média, c'est aussi pour nous une manière c'est une prospective importante. Je pense qu'on a encore des progrès à faire dans ce domaine-là. Et c'est important pour nous tous, c'est-à-dire la ville départ, l'ensemble des partenaires. Voilà. Donc moi je ne pense pas que ce soit un sport pauvre. Je pense que c'est un sport qui présente un excellent retour sur investissement. Je pense que c'est un sport qui encore... L'un n'empêche pas l'autre. Je pense que c'est un sport qui a encore des marges de progrès en termes de financement très importants, avec une multiplication et une bonne rentabilité pour les partenaires. Je ne suis pas du tout inquiet moi, par rapport à ça. Moi, je voudrais apporter un complément à ce que je viens de dire, parce que j'ai quand même oublié un élément essentiel. Et c'est ce pourquoi on travaille d'ailleurs sur ce Vendée Globe. C'est apporter de plus en plus de valeur et d'exposition médiatique. C'est aussi, d'une part, satisfaire nos partenaires, mais en convaincre de nouveaux de venir, évidemment.
Christophe? Pardon, non, juste j'avais une petite question pour Gilles Gauthier et rebondir sur ce qu'il disait. En termes de lisibilité, ça veut dire que vous pourriez, à moyen terme ou à court terme, renoncer à faire une course open, toute classe? Ah non, absolument pas. Non. Il y avait quelqu'un d'ASO tout à l'heure, il gère un grand événement multiclasse qui s'appelle le Paris-Dakar. Hein. Ça leur pose pas de problème de médiatisation, d'avoir des camions, des autos, des motos. Donc à nous, pour chacune des classes, d'avoir un traitement médiatique très, très clair, équitable, etc. Donc non, nous on est sur notre philosophie de la course multiclasse, on est très bien dedans. Mais par contre, c'est un vrai travail, une vraie exigence médiatique de l'organisation pour que tout le monde soit content et qu'on ait la lisibilité grand public de cette course multiclasse et que voilà, on a du progrès à faire encore là-dessus. Il fallait lever le doute. Christophe? Sur la Volvo Ocean Race, on essaie de les convaincre de se déplacer d'Alicante pour venir à Lorient déjà, puisque quand on les a en permanence, ce serait quand même pas mal. Et si en plus, au bout de la boucle, ils revenaient à Lorient, ce serait quand même beaucoup plus simple. Non, blague à part, tout dépend des événements. Ce qui reste à inventer, c'est d'autres événements à Lorient qui sont en adéquation avec le profil complet de ce port qui accueille absolument toutes les classes de bateaux. Donc on réfléchit à ça pour les prochaines années. Et puis sur la commercialisation ou néanmoins le développement des développements économiques autour de la voile, je pense qu'il faut toujours rester extrêmement raisonnable sur les équipes qu'on met en place. Donc c'est réussir à monter des événements avec des équipes très resserrées et de plus en plus de telle façon effectivement de tenir dans des budgets qui sont effectivement de plus en plus contraints. Gwen, comment tu vois cette évolution? Alors nous, on a toujours placé le coureur et le sportif au cœur de notre dispositif. Donc le Grand Prix, par exemple, c'est paradoxal, mais le Grand Prix n'appartient à personne. Et il appartient forcément aux associations qui sont mobilisées, mais les classes sont aussi mobilisées là-dedans. Donc c'est améliorer notre événement, c'est améliorer encore cette interactivité entre tous les acteurs qui font partie de cette fête nautique. Et pour la Mini c'est quand même un laboratoire fabuleux, c'est une espèce de baccalauréat de la course au large. Moi, le côté pépinière et développement de nouveaux talents, etc., c'est quelque chose pour moi qui est vraiment fondamental. Et c'est être garant d'abord du voyage de ces 84 coureurs qui vont partir au mois d'octobre. Et c'est comment est-ce qu'on peut faire une meilleure... comment est-ce qu'on peut plus impliquer les entreprises dans cette course, et en même temps comment les coureurs peuvent aussi s'impliquer un peu plus dans les entreprises. Et donc la petite idée qu'on a eue avec la Chambre de commerce d'essayer de faire une espèce de petit speed dating entre les jeunes marins et les pépinières, voilà, ça fait partie des petites idées qu'on sort pour la Mini, mais voilà, donc il y a plein de petits facteurs comme ça qui vont faire que notre sport va s'améliorer. Et puis forcément il y a la phase médiatique aujourd'hui. Qui est un dossier complexe pour l'organisateur de la Mini. C'est l'inverse du Vendée Globe, c'est-à-dire que la Mini, c'est pas de connexion, donc ça veut dire qu'il faut tout prévoir en amont de la course et distiller au fur et à mesure l'information, donc c'est une course vraiment à part. Yvon Breton, à vous la conclusion, le point de vue du partenaire. Ça va être compliqué. Moi, j'ai pas de conseils à donner à nos amis organisateurs. Parce vous êtes bien placé pourtant. Je les vois passionnés en plus. Donc, vous êtes un client. Voilà. Non, je pense que si j'avais un conseil à leur donner, ce serait effectivement de veiller à fidéliser leurs partenaires et en acquérir, comme le dit très justement Guillaume, de nouveau pour pérenniser leur belle course. Mais une des conditions aussi du succès et de l'engagement, de la fidélité des sponsors, me semble-t-il, en tous les cas, moi c'est mon point de vue, c'est de veiller à ce que les courses soient toujours le plus accessibles possible, en innovation notamment par des nouveaux canaux, et on les connaît, mais aussi veiller à ce que les courses soient les plus lisibles possibles, les plus simples possibles, parce que en communication, vous savez, il y a une recette qui est simple. Si vous voulez être audible, perceptible, compréhensible, il faut faire simple. Donc si vous complexifiez votre course, à mon avis, vous aurez un peu de déchets, si vous permettez l'expression, et donc il faut extrêmement veiller à ça, ça c'est la première condition. Et puis deuxièmement, même s'il n'y a pas 7200 concurrents, comme le disait tout à l'heure le vice-président de la fédération, il faut veiller à ce que le calendrier ne soit pas trop encombré
et se catapulte un peu parce qu'en termes d'écho médiatique, là aussi, il peut y avoir des risques. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur ces deux aspects, me semble-t-il. Très bien. Merci à tous les 5. Merci à vous. À bientôt pour une prochaine conférence.